Salut à tous, moi c'est Thomas et bienvenue dans cette deuxième analyse de film du canapé. Aujourd'hui, parlons de jumpscare. Ce qu'on appelle un jumpscare, c'est un changement d'image brusque accompagné d'un son très fort qui a pour but de faire sursauter le spectateur. C'est une technique globalement détestée du grand public parce qu'elle a été utilisée à tort et à travers dans le cinéma d'horreur américain des années 90 et 2000. Ces films avaient tendance à faire sursauter le spectateur toutes les 5 minutes en pensant que ça allait lui faire peur. Sauf que sursauter ça veut pas forcément dire avoir peur et en plus de ça, faire sursauter un spectateur c'est très facile. Je pourrais vous faire sursauter là tout de suite. Je vais pas le faire, mais ce serait très facile. Pourtant, bien utilisée, cette technique permet de créer de la tension et du sens dans un film. Si cette scène est aussi stressante et tendue, c'est parce qu'elle est longue, lente et silencieuse, et que donc en tant que spectateur, on s'attend à sursauter à n'importe quel moment, exactement comme un replay qui s'attend à se faire attaquer à n'importe quel moment. En l'occurrence ici, faire sursauter le spectateur n'était pas utile pour que la scène fonctionne. Tout ce qu'il fallait, c'était que le spectateur soit conscient qu'il existe un risque. Et pour qu'il existe un risque, il faut qu'il sache que le film peut le faire sursauter, qu'il ait déjà expérimenté ce sursaut, cette peur surprise. Qu'on soit bien d'accord, un sursaut n'est pas nécessaire pour qu'un film d'horreur fasse peur. Beaucoup d'excellents films d'horreur ne contiennent aucun jumpscare et se basent sur une ambiance et un scénario efficaces pour déranger le spectateur. Mais j'ai envie de vous prouver qu'un jumpscare n'est pas uniquement une technique bête et méchante, et que certains films réussissent à les utiliser de manière créative et intelligente. Premièrement, voici comment un jumpscare peut avoir un sens thématique et nous aider à mieux comprendre la psyché d'un personnage. Il vous faut probablement un peu de contexte pour comprendre cette scène, mais It Follows raconte l'histoire de jeunes adultes qui se font pourchasser par un monstre après avoir fait l'amour. C'est un cliché hérité des slashers américains, dans lequel le tueur s'attaque à des personnages souvent adolescents alors qu'ils s'apprêtent à faire l'amour, qu'It Follows vient questionner. Le film nous demande pourquoi le cinéma américain associe sexe et mort. Son scénario peut bien évidemment être lu comme une métaphore de maladie sexuellement transmissible, mais il fait également écho au fameux puritanisme américain, faisant en sorte que les jeunes gens aient peur du sexe au lieu de les éduquer. Ici donc, faire sursauter le spectateur n'est pas vraiment le cœur de la scène. Ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que cette jeune fille sursaute alors qu'elle est face à son propre corps dénudé, qu'elle ne comprend pas vraiment. Elle a peur de sa nudité, de sa propre sexualité, elle est à fleur de peau et donc sursaute. Il faut bien s'imaginer que la scène n'aurait pas du tout le même impact ni le même feeling si le ballon avait frappé la fenêtre alors qu'elle se brossait les dents. Voici par exemple une scène assez similaire dans Démolition de Jean-Marc Vallée. Whoa, sorry man. Can I get a little I thought you were privacy? back in school. Taking a personal day. Démolition n'est pas du tout un film d'horreur, c'est une comédie dramatique. Et comme vous pouvez le voir ici, la scène n'est pas construite pour faire sursauter le spectateur, mais uniquement le personnage de l'adolescent. Le fait qu'il sursaute exactement au moment où il allait se mettre du rouge à lèvres nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête. C'est un personnage qui se découvre, qui cherche à questionner son genre, mais qui a peur du regard des autres. Et cette peur est rendue visible à l'écran par un sursaut calé au bon moment. S'il existe des scènes faites pour faire sursauter le personnage et pas le spectateur, il existe donc des scènes faites pour faire sursauter le spectateur et pas le personnage. Regardons donc tous ensemble un des sursauts les plus intimes et personnels que je connaisse. Mom? Dad?
Premièrement, si vous ne l'aviez pas remarqué, la mère est cachée dans le plan depuis la première seconde du réveil de Peter. Deuxièmement, si vous l'avez remarqué, je suis prêt à parier que le moment exact où vous avez posé les yeux sur elle n'est pas le même que le mien ou encore celui d'un autre spectateur. Je qualifierais presque ce jumpscare d'anti-jumpscare. Remettons-nous dans le contexte. Peut-être que cette scène vous a pas du tout fait sursauter, mais dans le cadre d'un film d'horreur qui a installé pendant 2 heures son ambiance, ses enjeux et ses règles de la peur, l'instant où tu remarques la présence de la mère provoque chez toi un pincement de cœur plus qu'un sursaut brutal. Il n'y a pas eu d'image brusque, ni de son fort, au contraire, vous vous êtes rendu compte vous-même, silencieusement, que quelque chose faisait peur. Et donc le timing de ce jumpscare n'était pas contrôlé par le réalisateur ou par le monteur, mais par votre propre cerveau. Si cette scène fonctionne, c'est parce que le plan dure suffisamment longtemps. Dans un premier temps, c'est un plan à propos de Peter qui se réveille. Il est le seul élément à bouger dans le cadre et se trouve dans la zone la plus éclairée. Notre attention est donc forcément portée sur lui. Mais le plan large invite le spectateur à scruter le reste de la pièce. Quand la scène commence, on a un plan serré sur le visage de Peter. On ne peut donc rien regarder d'autre. Le fait de couper sur un plan large donne le pouvoir au spectateur de quitter Peter des yeux pour analyser son environnement et remarquer quelque chose caché dans son dos. C'est ce qu'on appelle une ironie dramatique. Le spectateur est au courant d'un danger que le personnage ne connaît pas, ce qui accroît notre peur. Nous anticipons le fait que le protagoniste ne puisse pas se défendre et on se sent impuissant à agir dans cette situation. Le processus est exactement le même que dans cette scène de The Conjuring 2 dans laquelle Ed Warren essaye de rentrer en communication avec l'esprit qui possède une enfant. Attention, Oriane au montage ne va pas sous-titrer cette scène parce qu'il n'est pas très important de comprendre les dialogues et que je préfère que votre attention soit portée sur l'image et non sur des sous-titres. Ed. Eddie. Edward. Ed is fine. Your father calls you Edward. Not true. My father called me Ed just like everybody else. Come on, Bill, you're not a psychiatrist, and I'm not here to talk about my father. Let's get down to business. What do you say? Why don't you just leave these people alone? Because this is my house. It's not your house. J'ai pas envie de rentrer en détail dans cette analyse de scène parce que je pense que tout ce qu'on vient de dire sur Hérédité s'applique ici mot pour mot. Remarquez simplement que la petite fille en arrière-plan n'est pas censée être le point d'intérêt et donc que vous n'y faites pas attention au début, que cette scène contient une ironie dramatique et que vous vous rendez compte à votre propre rythme de ce qui se passe. Le film ne vous dit pas à quel moment vous devez avoir peur. Nous avons donc vu un jumpscare narratif et un anti-jumpscare. Il serait donc peut-être temps de regarder un jumpscare un peu plus conventionnel, et pour ça je vous invite à regarder avec moi une de mes scènes de cinéma d'horreur préférées de tous les temps, issue du premier Conjuring. Wanna play hide and clap? Ce que j'aime beaucoup dans The Conjuring et dans les films d'horreur de James Wan en général, c'est qu'il arrive à rendre la peur imprévisible. Cette scène est assez simple, elle est composée de 2 plans, un plan qui regarde vers le bas de l'escalier et un plan qui regarde notre personnage. Nous revenons régulièrement sur le visage du personnage pour nous montrer l'évolution de sa peur et de ses émotions, c'est ce qu'on appelle un reaction shot. Comprenez que ce plan est là pour nous montrer la réaction du protagoniste à un événement. Elle regarde avec inquiétude vers le bas des escaliers et on comprend que c'est là que doit se trouver le danger. De plus, ce plan ne montre quasiment rien à part l'obscurité, il semble donc évident que quelque chose va y apparaître et nous faire peur. Ce plan est une zone de danger, et nous en avons peur. Et ce plan est une zone que nous pensons être sûre. Quand le montage y revient, nous nous sentons légèrement plus en sécurité, car nous ne nous imaginons pas que le sursaut pourrait survenir de cette zone sûre du fait de sa fonction prétendue. Tout au long de ses films d'horreur, James Wan s'efforce de faire sursauter ses spectateurs au moment où ils s'y attendent le moins. Il a une grande connaissance du cinéma horrifique et de ses codes et se permet d'en jouer brillamment.
Cette scène nous fait donc vivre une sorte de montagne russe. Quand nous voyons le bas des escaliers, nous anticipons d'avoir peur. Quand nous revenons sur le visage de la mer, nous baissons un peu notre garde, et c'est à ce moment-là que le réalisateur en profite pour nous frapper d'horreur. Regardez comment la même technique est utilisée par Fede Alvarez au début de son remake de Evil Dead, transformant ce qui a l'air d'être un simple plan descriptif d'une allumette qui s'enflamme en un jumpscare à l'aide d'un changement de mise au point et d'un zoom. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup à vous de l'avoir regardée, on espère qu'elle vous a plu. Mon allumette est extrêmement courte et je vais pas avoir beaucoup de temps, alors je vous dis juste abonnez-vous si ça vous plaît, et ça nous fait toujours très plaisir de faire des vidéos. Oriane ne présente pas la vidéo, mais elle est toujours avec moi au montage et derrière la caméra. Au revoir.